Et dans Enjeu Patrimoine, nous vous proposons de revenir sur l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Ils étaient sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous détailler les dynamiques de marché en matière d'investissement dans les résidences seniors. Écoutez. Alors concrètement, les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers composés de véritables logements et non de chambres. D'accord. Et au sein de ces ensembles immobiliers, vous avez des espaces de service plus ou moins importants selon les opérateurs pour justement faciliter et simplifier le quotidien des résidents et proposer tout un panel d'activités pour participer au bien vieillir. D'accord. Et au maintien à domicile, justement en bonne santé le plus longtemps possible. On parle de résidences médicalisées ou on parle de logements à destination d'une certaine catégorie de population? Alors on parle de logements qui s'adressent à des seniors non dépendants. D'accord. Donc les structures ne sont pas médicalisées. Donc on n'est pas dans un EHPAD? Nous ne sommes pas dans un EHPAD. D'accord. D'où ma petite distinction tout à l'heure sur les véritables logements et non pas des chambres. D'accord. Et en fait, les résidences services seniors s'adressent aux personnes âgées qui ne sont donc pas dépendantes, mais qui sont fragilisées par leur avancée en âge et qui cherchent une solution adaptée pour leur maintien à domicile, en autonomie, pour éviter ou reculer le glissement éventuel vers la dépendance. Florence Semelin, on va continuer avec vous. L'année dernière, on a pu suivre les déboires en bourse de l'entreprise Orpea, à la suite de la publication d'une enquête, notamment sur le traitement que pouvaient avoir certains, j'allais dire. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait dire si on ne parle pas de logement nous, dans nos résidences, on parle de résidents. Oui. Je pense que Orpea, par exemple, parle aussi de résidents ou de patients, je ne sais pas. Certains résidents ou patients. Donc là, on parle d'une activité d'EHPAD qui est différente de la résidence senior. Est-ce que pour autant, ça a eu un impact par effet de contagion sur l'appréciation qu'on pouvait avoir de l'activité d'investissement dans la résidence senior ? Alors non, les investisseurs institutionnels ont vraiment fait la différence entre l'investissement en santé, qui représente les EHPAD, avec des opérateurs très spécifiques, tel Orpea, et l'investissement en résidence service senior, avec d'autres exploitants qui ne sont pas les mêmes, et c'est un investissement dans du logement. Donc la différence a été très nettement faite, et il n'y a pas eu d'amalgame ou d'amalgame fait entre les deux résidences. De ce que je comprends, de ce que vous me dites tous les deux, quand on parle d'EHPAD, on parle d'investissement dans la santé. Quand on parle de résidence senior, on parle d'investissement en immobilier finalement ou dans le logement. C'est ça. On parle en résidence senior, on parle d'investissement dans du logement. Ce sont des logements classiques. D'ailleurs, une résidence service senior, c'est un immeuble de logement qui peut être reconverti d'ailleurs une fois que l'exploitant, si jamais il s'en va, reconverti en logement classique. D'accord, oui. Donc on est propriétaire d'un appartement, ou alors en tout cas on est locataire d'un appartement, puisque tout le sujet de l'investissement c'est peut-être justement de participer à l'acquisition, mais on est locataire d'un appartement dans une résidence adaptée. C'est ça, exactement. Et pour un investisseur, il achète un immeuble de logement avec un petit peu spécifique, puisqu'il y a un socle de service au rez-de-chaussée, mais ce socle de service, à terme, pourrait être reconverti en logement classique. On parle d'un volume d'investissement de quelle grandeur, Florence Semelin? Je lisais que ça représentait quoi, 584 millions d'euros d'investissement l'année dernière, les résidences seniors? Oui, ça représente un volume assez significatif sur le marché de l'investissement résidentiel global qui a atterri l'année dernière à 5,6 milliards. Donc la part des résidences seniors est quand même non négligeable. Et c'est un secteur qui séduit beaucoup les investisseurs pour de nombreuses raisons. Qui investit en résidence senior, Julien Bay? J'ai envie de dire que le principal critère et objectif des investisseurs particuliers qui investissent dans les résidences seniors sont des investisseurs qui recherchent un complément de revenus futur pour préparer leur retraite ou des revenus complémentaires pour compléter leurs revenus à la retraite, puisqu'ils sont déjà concernés par le sujet. Alors là, ce que vous me dites, ça marche aussi pour un investissement immobilier classique. Comment on fait la différence entre un investissement immobilier classique et un investissement en résidence senior? J'ai envie de dire qu'au-delà justement de la recherche du revenu locatif, ce qui va faire la différence dans l'investissement en résidence senior, c'est déjà la lisibilité du marché, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est un marché qui se développe en termes de capitaux qui investissent dessus, mais c'est surtout parce qu'il y a un besoin qui se développe énormément. Juste pour reformuler un petit peu le contexte, on a depuis 2020
une croissance exponentielle du nombre de seniors de 75 ans et plus. Pour vous donner un ordre d'idée, avant 2020, on avait entre 45 000 et 50 000 seniors qui fêtaient leur 75e anniversaire. À partir de 2020, c'est plus de 180 000 seniors par an qui soufflent leur 75e bougie. Donc automatiquement, on a un besoin exprimé qui va être de plus en plus important et une offre, on le sait, qui est largement insuffisante. Donc c'est vrai que ces critères sociologiques, démographiques et d'usage donnent beaucoup de lisibilité au marché. Donc on investit en résidence senior parce que d'abord on répond à un besoin et que finalement il y a de plus en plus de projets qui vont être amenés à voir le jour sur le sujet. Exactement. Et après, la particularité de l'immobilier géré, c'est que l'investisseur va louer son appartement à l'exploitant professionnel qui gère la résidence. Donc on achète un appartement. On achète un appartement. Dans une résidence senior. On signe un contrat de location sous un bail commercial avec l'exploitant. D'accord. Qui du coup va s'engager à verser un loyer tous les mois, que le logement soit occupé ou non. D'accord. Donc l'autre point fort de ce type d'investissement, c'est que l'investisseur est libéré des problématiques de gestion locative qu'on peut rencontrer dans un investissement immobilier résidentiel classique. Je lisais en préparant cette émission que le Haut Commissariat au Plan, Florence Semelin, estime qu'il faut créer entre 200 000 et 300 000 places de plus, rien qu'en résidence senior, pour justement faire face au vieillissement de la population et aux besoins en logement d'une population un peu plus âgée. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de résidences seniors fleurir? Et si oui, qui va financer? Est-ce que c'est les épargnants ou est-ce qu'il y a aussi une partie institutionnelle peut-être qui finance aussi? Alors, pour répondre à la... Il y a première question, oui, c'est ça. Pour répondre à la première question, effectivement, il y a une pression démographique qui est très forte pour accueillir des seniors en France. Il n'y a que aujourd'hui 10 millions il y a déjà 10 millions de plus de 75 ans et le chiffre va grandir puisque en 2034, on espère qu'il y ait plus de 15% de la population qui soit plus de 75 ans. On anticipe une grande progression des plus de 75 ans parce que la population vit plus longtemps et en meilleure santé, ce qui est une très bonne chose. Et aujourd'hui, il n'y a que 1% de cette population de plus de 75 ans qui est logée en résidence senior. D'accord. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. C'est ce qui rassure d'ailleurs les investisseurs institutionnels, puisque c'est notre métier de leur vendre ce type de produit. Ils sont rassurés par un sous-jacent qui est effectivement très sain, qui a des bonnes perspectives de développement. Et cela passe seulement dans les grandes métropoles ou en Île-de-France, mais sur tout le territoire. Les seniors peuvent s'installer partout. Et c'est un plus. Et alors, on a une idée aujourd'hui de qui finance ce développement des résidences seniors. Est-ce que c'est massivement porté par des particuliers aujourd'hui? C'est plutôt effectivement des investisseurs institutionnels qui sont sur le financement de ce type de résidences? Alors, les deux. Les deux. Je ne connais pas exactement la proportion entre les particuliers et les institutionnels. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les institutionnels sont séduits par ce produit depuis de nombreuses années. Les premières acquisitions en bloc par les institutionnels ont eu lieu en 2012. Et de façon progressive, il a fallu faire un travail de pédagogie auprès des investisseurs pour expliquer ce produit-là. Et une fois qu'il a bien été compris, c'est devenu crescendo et maintenant tous les investisseurs institutionnels sont bien familiarisés avec le produit résidence senior qu'ils recherchent pour principalement deux choses. C'est pour résumer parce que bien sûr, oui. Les deux essentiels, disons. Les deux essentiels. Encore une fois, le sous-jacent qui est assez sain. D'accord. Des fortes parce que ça s'explique effectivement par des raisons démographiques et effectivement et d'évolution de la société. C'est ça. Je rajouterais quand même une troisième raison. La deuxième, c'est des exploitants qui ont fait leurs preuves, comme Domitis, et qui ont un track record, qui ont montré leur capacité à bien gérer ce type de produit avec beaucoup de professionnalisme. Et puis la troisième raison, c'est plus financier, c'est le taux de rendement que les investisseurs ressortent de ces actifs-là et qui est un petit peu supérieur au résidentiel classique et qui participe à la diversification de leur portefeuille immobilier. Alors la tradition dans cette émission, c'est que dès qu'on prononce le mot rendement, il faut aussi évoquer les risques. Quels sont les risques de ce type d'investissement? Peut-être toujours avec vous, Florence Semelin, et ensuite Julien Bay. Alors, les risques, c'est qu'il y ait
peut-être trop de résidences à un même endroit, mais un investisseur, quand il investit, il regarde forcément la concurrence, donc il va essayer de limiter ce risque. Le deuxième risque, c'est le départ de l'exploitant à la fin du bail des 12 ans, qui s'installerait, par exemple, qui construirait une résidence similaire en face et qui quitterait, et du coup, il faudrait... mais ça présente quand même un certain... On reste propriétaire de l'immobilier à ce moment-là, oui. On serait propriétaire de l'immobilier, mais on n'aurait plus d'exploitant, ouais. et l'exploitant partirait avec les locataires. D'accord. Pratiquement, c'est quand même très difficile à mettre en place. Donc, ce risque est minime aussi. Et puis, le troisième risque, c'est peut-être un taux de remplissage qui s'avérerait compliqué et du coup qui entraînerait une demande de diminution du loyer par l'exploitant. Mais encore une fois, ce risque-là, à nos yeux, paraît assez minime puisque l'exploitant est un professionnel et il sait anticiper ce genre de risque. Julien Bay, alors, derrière effectivement cette question de risque, il y a cette question d'approche finalement de l'investissement par l'investisseur. C'est dans quoi j'investis? Alors effectivement, il y a le fonctionnement d'une résidence senior, puis après il y a peut-être quoi, une zone géographique, une zone démographique peut-être également. En rapport avec ce que disait Florence sur le taux de remplissage de la résidence, bien qu'on soit dans une volonté de répondre aux besoins le plus large possible, il y a aussi des équilibres économiques à respecter. Et évidemment, on est plutôt sur des bassins de vie où on sait qu'on va pouvoir justement adresser une population qui va permettre l'équilibre économique de la résidence. Mais au-delà de ces sujets très pragmatiques et objectifs, je crois que le point important que les investisseurs doivent regarder, c'est aussi l'expertise vraiment dans la réponse aux besoins de l'utilisateur final, c'est-à-dire le résident. Quelle est la politique de l'exploitant en termes de valorisation de son capital humain et donc de ses équipiers, de ses collaborateurs. Aujourd'hui, quand on parle de résidence-service, évidemment, les caractéristiques immobilières de la résidence sont importantes, mais il y a le mot service. Et on ne déploie pas du service avec, excusez-moi le terme, du parpaing. Et donc, c'est aussi la qualité des équipes dans les résidences et la façon dont le groupe va former et accompagner. Est-ce qu'il y a du personnel dans les résidences? Exactement. Et parce qu'en fait, dans les résidences Domitis, pour le coup, pour parler de celle que je connais le mieux, il y a entre 20 et 25 collaborateurs à temps plein dans chaque résidence. D'accord. Et c'est finalement eux qui vont faire la différence dans la qualité du bien vieillir des résidents sur place. Évidemment, l'emplacement, comme tout investissement immobilier, est extrêmement important. Donc il faut quand même regarder la zone géographique, ou en tout cas l'emplacement. L'emplacement est extrêmement important, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment surtout la patte et la signature de l'expertise de l'exploitant qui va faire la différence. Parce que si on se met du point de vue des locataires, de ceux qui vont ensuite habiter dans ces résidences seniors, on va habiter en résidence senior quoi, à une demi-heure de chez soi, ou on est prêt à changer totalement de ville et au contraire on va aller chercher un cadre de vie qu'on n'aurait pas eu dans son ancienne vie par exemple? Après, j'ai envie de dire qu'il y a deux approches. Il y a l'approche la plus courante, qui est celle qui consiste à dire qu'on va habiter en résidence senior dans son bassin de vie d'origine ou de première proximité. Pardon. On a son entourage, on a effectivement... Voilà. Donc voilà. Et après, il y a aussi les résidents, enfin les seniors, qui, eux, sont dans une logique de rapprochement familial avec des enfants. Et donc, du coup, il peut y avoir un peu plus de mobilité. Et on a aussi des seniors qui sont dans une logique de mobilité, on va dire... côtière. D'accord, oui. Et qui peuvent justement se dire c'est la bonne occasion d'aller sur une destination un peu différente de ce qu'ils ont connu au quotidien. Mais globalement, je crois que le chiffre chez nous, c'est plus de 50% des résidents viennent d'un rayon de 25 à 30 km autour de la résidence. Donc on reste quand même sur On reste sur des métropoles finalement. Pas que, mais... Métropoles, grandes agglomérations, moyennes villes. Comme le disait Florence tout à l'heure, la problématique du vieillissement de la population est universelle sur l'ensemble du territoire. Évidemment, et nous, ce qu'on va regarder le plus, c'est quelle va être l'infrastructure disponible et les commodités de services, de commerce, de soins et de services administratifs qui vont être disponibles à court, moyen, long terme pour les résidents. Même question à tous les deux, on commence par vous rapidement, Julien Bay. Quelle question je dois me poser si je suis intéressé ou si je m'intéresse à l'investissement en résidence senior en tant que particulier? Je pense que la première question à se poser, c'est de bien définir son projet en termes justement d'objectifs et de critères et de déterminer... On a un coût moyen d'acquisition d'un appartement en résidence senior ou ça dépend vraiment de la localisation? Ça va dépendre beaucoup de la localisation. Maintenant, on a des tarifs des budgets d'investissement qui vont démarrer entre 110 et 130 000 euros. Et j'ai envie de dire que pour le plafond max, il n'y en a pas. Mais en moyenne, les investisseurs sont sur des budgets de 170 à 190 000 euros à peu près. Florence Semelin, rapidement, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Effectivement, j'ai un peu coupé Julien Bay dans sa réponse.
Alors, pour un investisseur institutionnel, les premières questions, c'est évidemment la localisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un marché tendu, si je dois reconvertir mon immeuble en logement. La deuxième question, c'est la proximité par rapport aux services. Être proche d'un centre-ville ou au moins directement accessible. Et puis après, c'est des questions financières. Voilà, donc un marché toujours dynamique qui offre des perspectives pour un certain nombre d'investisseurs en 2023. C'est ce qu'il fallait retenir de l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.